Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire tout le plaisir que j'ai de vous accueillir au nom et de la Maison de l'Amérique latine et de l'Institut du Tout-Monde, qui sont des organisations qui font partie de l'inextricable dont parlait Édouard Glissant, en compagnie évidemment de la présidente de l'Université de Paris 8, Danielle Tartakovsky, à cette 11e édition du prix et de la bourse Édouard Glissant. Je constate, d'ailleurs avec Sylvie Glissant, qui dirige l'Institut du Tout-Monde, nous constatons la fécondité de la pensée et de l'œuvre d'Édouard Glissant. Des artistes, des philosophes, des juristes, des politiques, des poètes évidemment, se réclament d'Édouard Glissant, ici et là-bas. Et cela nous réjouit infiniment. Vous savez que sa devise était « changer en échangeant ». Eh bien, ils sont nombreux, et toujours parmi les plus grands, à changer en échangeant avec Édouard Glissant. Je voulais remercier le Conseil régional d'Île-de-France qui soutient l'Institut du Tout-Monde depuis son origine et également la mairie de Paris et sa délégation générale à l'outre-mer. Mais nous sommes tous très impatients de faire connaissance avec les lauréats du prix et de la bourse Édouard Glissant aussi. Je passe immédiatement la parole en la remerciant très chaleureusement, ainsi que l'Université de Paris 8, à sa présidente, Danielle Tartakovsky. Monsieur le directeur de la Maison de l'Amérique latine, Monsieur le président de l'Institut du Tout-Monde, Madame la directrice de l'ENS Louis Lumière, chère Francine, chère Sylvie Glissant, chers collègues, chers amis, avant d'ouvrir cette 11e cérémonie du prix Édouard Glissant, qui nous rassemble depuis plusieurs années, depuis 11 ans, autour de valeurs communes et qui constitue pour nous tous un moment fort pour la communauté universitaire de Paris 8 et pour ses partenaires, ainsi que pour tous ceux qui sont attachés à l'esprit du prix Édouard Glissant. Je souhaiterais rendre hommage, au nom de la communauté universitaire Paris 8, et je pense au nom de vous tous, à l'un des hommes le plus important du siècle et à qui l'université Paris 8 avait eu l'insigne honneur de décerner le titre de docteur honoris causa le 22 mars 2005. Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, qui fut président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999, avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1993 pour avoir pacifiquement posé les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Et au travers de cette Afrique du Sud, je crois, d'un nouveau monde qui pointait peut-être. C'est à ce combat, cet engagement et le message universel qu'il a véhiculé tout au long de sa vie que je souhaite rendre hommage ce soir. J'ai dédié ma vie à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous vivaient ensemble, dans l'harmonie, avec d'égales opportunités. C'est un idéal que j'espère atteindre et pour lequel j'espère vivre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ces phrases, prononcées par Nelson Mandela en 1964, en conclusion de sa plaidoirie au cours du procès qui le conduira à ses 27 années de prison, entre naturellement en résonance avec l'œuvre d'Édouard Glissant, dans laquelle politique et poétique viennent nourrir la révolte contre les racismes de toute espèce. Préserver les diversités dans un monde globalisé, percevoir le monde comme lieu de rencontre, de choc des cultures, des humanités, favoriser toutes les formes d'émancipation à travers la création et la connaissance, sont autant de représentations qui trouvent leur fondement dans la mise en perspective des valeurs constitutives de l'identité Paris 8, dans un contexte singulièrement transformé par la mondialisation croissante de l'enseignement et de la recherche, les bouleversements du territoire, la révolution numérique. Cette université, qui accueille chaque année près de 23 000 étudiants, issus de plus de 150 nationalités, entend rester fidèle à sa vocation d'université monde, tout monde. Elle s'inscrit dans une continuité historique d'accueil et d'ouverture à la diversité, mais également dans une réalité contemporaine dans laquelle la dimension internationale prend une ampleur exceptionnelle et à laquelle Paris 8 entend donner sa réponse propre. Dans ce contexte de globalisation croissante, Paris 8 souhaite garder une place prépondérante à l'accompagnement et à la valorisation de la diversité culturelle. L'université entend également mettre au centre de ses préoccupations
la réflexion sur la place des langues et des cultures étrangères comme outil donné aux étudiants pour repenser les limites du monde, résister à l'uniformisation et à l'appauvrissement des flux linguistiques. La remise du prix Édouard Glissant est un moment convivial, puisqu'à l'issue de la cérémonie, une soirée poétique est organisée, au cours de laquelle vous pourrez écouter des contes, des chants, des lectures de textes poétiques en 16 langues différentes, mais tout à la fois empreints de solennité, puisqu'il s'agit de distinguer une œuvre qui, par sa portée universelle, fait progresser la connaissance de l'autre, aide à réduire les préjugés et nous invite à ne pas oublier la dimension plurielle et universelle de l'œuvre culturelle. Il s'agit également de permettre et de reconnaître le travail de doctorants dont la recherche s'articule autour de thématiques auxquelles était éminemment attaché Édouard Glissant en leur attribuant une bourse. Cette année, à titre exceptionnel, 2 bourses seront attribuées, le jury n'ayant pas réussi à les départager. Jury que je tiens vivement à remercier, tout particulièrement Madame Gendreau Massalou, qui nous a fait l'honneur de participer au prix depuis sa création en 2002 et qui est revenue parmi nous après une brève interruption, d'où mon hésitation, ainsi que Francine Lévy, que j'ai déjà saluée, dont c'est la première participation et dont je ne doute pas qu'elle sera suivie par d'autres. J'ai le plaisir de vous annoncer que le prix est remis cette année à l'écrivain et metteur en scène ivoirien à mes côtés, Kofi Kwaoulé, dont François Noudelman va vous présenter dans un instant l'œuvre et dont nous verrons 2 courts extraits avant. Mais avant cela, nous allons procéder à la remise de la bourse. Je laisserai donc la parole à Jean-Paul Olive et à Tiffaine Samoyo, directeur des recherches des lauréats de la bourse Anis Faridji, pour son projet de thèse sur la question de la modernité dans la musique d'art arabe contemporain. Et je dois dire que je me félicite personnellement que pour la première fois, cette bourse soit attribuée à un doctorant en musique, parce que je crois que c'est un élargissement totalement conforme à la pensée et à l'œuvre d'Édouard Glissant, et je crois que ça va vraiment dans le sens de ce que tous ceux qui participent à cette belle aventure souhaitent faire. Et, Monsieur Gonzalo Yanes Quiroga, pour son projet de thèse sur le divers en exil, la relation et la rencontre confidentielle, l'oralité, les décolonisations poétiques et nouvelles articulations du commun. Avant de terminer, qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement Madame Sylvie Glissant, Monsieur François Vitrani, l'ensemble de nos partenaires, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de la cérémonie et dont l'engagement nous permet chaque année de partager ce moment de convivialité. Je pense en premier lieu au service communication de l'Université Paris 8 et à Chloé Lemonnier, sans qui cette soirée ne serait pas ce qu'elle est. Donc je donne la parole à Jean-Paul Olive. Voilà. Je vais donc me livrer à cet agréable exercice de présentation. Anis Faridji est inscrit en thèse depuis l'année 2011 sous ma direction. Il est d'origine marocaine, né à Casablanca, a fait des études d'abord de mathématiques et de physique, puis a quitté le Maroc, est venu s'installer en France, où il a commencé des études supérieures de musique, d'abord à Caen, puis à Paris. Il a étudié l'harmonie, l'arrangement, la composition, et par ailleurs, il pratique depuis longtemps le oud, c'est-à-dire l'équivalent du luth oriental, à la fois dans un répertoire traditionnel et dans un répertoire moderne. Il est entré à l'Université Paris 8 en 2009 pour suivre un cursus de master en musicologie. Il a réalisé un premier mémoire sur l'évolution de la musique arabe, puis un second mémoire de master 2 sur la question de la modernité dans la culture contemporaine arabe. Depuis 2 ans, il est inscrit en thèse de doctorat sous ma direction et il réalise, je dois bien dire, une recherche très subtile, à la fois analytique et esthétique, sur la création musicale arabe contemporaine et sur de nombreuses problématiques que cette création suppose, parmi lesquelles je citerai, parmi les plus importantes, la relation entre tradition et modernité, les liens entre oralité et écriture, les interactions entre culture arabe et culture occidentale, l'impact des discours développés par les divers courants de la musique arabe en lien avec les productions artistiques. Enfin, les relations complexes entre la musique, notamment contemporaine ou dite contemporaine, et l'ensemble des champs de la société et de la culture.
Je me permets ici de reprendre une partie des termes que j'ai évoqués dans ma lettre de soutien, car ils me paraissent vraiment appropriés à la présentation du travail d'Anis Farigi. J'écrivais à cette occasion qu'Anis Farigi effectue une recherche de qualité sur la création musicale moderne dans les pays arabes et que cette étude porte plus particulièrement sur la dialectique complexe entre modernité et survivance de la tradition, ainsi que sur les relations multiples entre l'invention musicale, telle qu'elle se manifeste dans les pays arabes, et le modèle musical moderne européen. Il importe d'ajouter que les compositeurs traités dans la thèse sont particulièrement ceux qui, refusant d'obéir à une identité préconçue et figée, se tournent résolument vers des formes nouvelles, mais pourtant sans cesser au mirage d'un progrès univoque et mécanique. C'est pourquoi la question de la tradition, ne pouvant et ne devant être évacuée, se voit ici traitée avec complexité et distance, deux qualités nécessaires pour que cette dimension devienne fructueuse, par le fait qu'elle est pensée de manière critique, à la fois par les créateurs, et je dois dire aussi par le chercheur qui travaille sur ces musiques. La complexité de la démarche de M. Farigi réside donc précisément dans l'échange riche et parfois paradoxal que les cultures sont amenées à tenir au sein même des œuvres. Il se dégage en effet des écritures qui sont étudiées dans cette thèse, des champs de tension esthétique au sein desquels toute la complexité des rapports culturels et politiques se trouve cristallisée. Ce sont ces champs de tension et la dimension esthétique qui les sous-tend qui sont ici analysés, mis en perspective, de la même manière qu'on peut le faire, il est vrai, plus aisément grâce au langage verbal dans la poésie contemporaine. De ce point de vue, précisément à cause du caractère véritablement énigmatique de la musique, qui en fait trop souvent le seul empire des émotions, je suis particulièrement heureux qu'un doctorant en musicologie ait été récompensé par le jury de la bourse Édouard Glissant. Les compositeurs étudiés par M. Farigi, originaires du Liban, de la Syrie, du Maroc, de l'Algérie, de la Jordanie, s'interrogent tous, chacun à sa manière, sur la musique, sur la tradition et sur la question du nouveau, avec originalité et beaucoup de talent. La comparaison, voire la confrontation des diverses positions créatrices, sera sans nul doute l'un des atouts importants du travail de la thèse. Mais au-delà de la diversité, de ce qui est d'ores et déjà certain, c'est qu'il se dessine dans le travail de M. Farigi l'horizon d'une autre relation entre l'Europe, son art, sa modernité, les questions spécifiques que celle-ci comporte, et la tradition des pays arabes, une relation faite d'interrogations, de création, nourrie du dialogue à partir de ce que chaque culture a de plus riche et de plus intense. Anis Farigi a élaboré ses recherches doctorales depuis 2 ans en travaillant dans un collège dans des conditions fatigantes et difficiles. Depuis cette année, il travaille dans notre département de musique en tant qu'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et il est apprécié par toute notre équipe. Ne souhaitant pas risquer de le gêner, je ne déclinerai pas ici la liste nombreuse des raisons pour lesquelles j'apprécie son travail et son comportement. Je me contenterai simplement de dire à quel point j'ai du plaisir et de l'intérêt à travailler avec lui, et en donnerai un seul exemple, le dernier en date. Le mois dernier, nous avons organisé, Anis Farigi et moi-même, grâce au pôle Méditerranée de l'Université Paris 8, 2 journées d'études intitulées « Tradition et invention dans la composition musicale » autour de la Méditerranée. Ces journées furent conçues comme des ateliers d'échange et de débat, lors desquels la parole fut donnée principalement aux compositeurs eux-mêmes, chaque fois dans un dialogue avec un musicologue. Ni normatif, ni prescriptif, l'objectif de ces journées consistait à relever et débattre des problématiques théoriques liées aux différentes expériences de composition, suivant une conception à la fois transversale et plurielle du rapport entre tradition et invention. Le but, précisément dans l'esprit de la thèse d'Anis Farigi, était de mener une réflexion collective à base d'échanges sur des valeurs, des catégories à la fois partagées et déclinées dans la différence. L'objet n'était certainement pas de s'appuyer sur des dichotomies rigides entre Europe ou Orient, ni entre modernité et tradition, encore moins entre monde de l'oralité et écriture, mais plutôt de tisser finement l'expression des problèmes que ces catégories supposent et de comprendre la manière dont chacun tentait de les décliner dans sa pratique artistique. Ainsi furent mis à jour un certain nombre d'éléments importants qui formaient une préoccupation commune à beaucoup de ces artistes. L'espace, en tant que dimension poétique fondamentale d'une expérience souvent marquée par l'exil, la fragmentation des matériaux comme condition de leur usage renouvelé, une dialectique vivante entre oralité, corporalité et écriture, l'évocation des mythes et des expériences rituelles comme retour de ce que la modernité refoule, la réflexion sur une temporalité non téléologique et un rapport critique et dynamique au passé,
ou encore la pratique de la métamorphose, de l'agrandissement, ou l'exploration de la diversité expressive portée par la tradition, mais déplacée dans un contexte contemporain. Toutes ces questions qu'Anis Farigi a largement contribué à faire émerger à la fois dans son travail de thèse et dans l'organisation de ses journées, forment, je crois, un ensemble riche qu'il continuera à étudier dans sa recherche. C'est la raison pour laquelle il me semble que j'ai bien assez parlé et que je dois maintenant lui laisser la parole. Avant de vous remettre le diplôme, je voudrais saluer Michel Gendreau Bassalou, qui était exactement dans ma ligne de mire, que tout naturellement je devais saluer la première, mais que je n'ai pas vue tout à l'heure, et donc je m'en excuse auprès de vous. Et je tiens à vous remercier pour votre présence, et comme je l'ai déjà fait dans mon discours, pour votre implication dans ce prix. Pardonnez-moi. Voilà. Au nom de l'Université Paris 8, avec un très grand plaisir. Merci. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord exprimer ma grande joie d'avoir été désigné lauréat de la bourse Édouard Glissant. Et je voudrais remercier plus particulièrement l'Université Paris 8, dans la personne de Madame la Présidente, d'avoir créé cette bourse dont l'objectif, on le sait, de soutenir des recherches dans la diversité culturelle et la pluralité des expériences de pensée. Je remercie également très chaleureusement le jury pour avoir estimé que ma recherche, au même titre que celle de Gonzalo, méritait cette récompense. Je me sens très honoré de cette reconnaissance et de ce titre, lequel, d'autant plus, porte le nom d'Édouard Glissant, penseur éminemment important dans la perspective de ma recherche. Dans la présentation de mon travail de thèse, j'aimerais commencer par souligner que je travaille sur un noyau de pièces musicales écrites d'un certain nombre choisi de compositeurs arabes que je cite précisément: le Libanais Zed Multaqa, le Jordanien Saïd Haddad, le Marocain Ahmed Siyad et le Syrien Nadim Hosni. Ce sont des compositeurs que l'on peut classer dans la catégorie de la musique dite contemporaine, comme on l'entend en Occident, avec la particularité qu'ils emploient de manière sélective et consistante du matériau de la tradition musicale arabe, des procédés formels comme des bribes mélodiques, des thématiques empruntées au sacré, du matériau textuel poétique, etc. Ce qui est commun chez ces compositeurs, c'est qu'ils ne viennent pas de la pratique de la musique traditionnelle arabe, encore vivante et pratiquée dans le monde arabe, mais en formation de base, formation de la musique classique occidentale. Et presque sans exception, ils sont venus à la musique de leur culture d'origine sur le tard. Ainsi, le rapport qu'ils ont à la tradition n'est pas un rapport établi au sein d'un langage englobant, traditionnel, autosuffisant, mais se réalise dans un rapport, dans des traces isolées comme autant des réminiscences personnelles. L'écriture musicale chez ces compositeurs est alors stimulée par le besoin de saisir ces traces affectives. C'est ici la question de la traduction, au sens benjaminien du terme, la traduction qui se voit soulevée avec toute l'inventivité du langage qu'elle exige. L'acte de la composition écrite pourrait être compris de ce point de vue comme l'effort de traduire ces traces musicales issues à l'origine de l'oralité. Étant donné la multiplicité de ces traces en présence d'autres éléments, la question du divers se pose dans cette perspective. Ce n'est pas seulement le parcours personnel de tels compositeurs, de leur formation, qui donne à penser la modernité musicale arabe sous l'angle de la catégorie du divers, mais la question se pose aussi même dans les milieux de la musique arabe où une certaine forme d'homogénéité du langage semble encore prédominante. Car il n'est pas actuellement un milieu dans les sociétés arabes où l'espace de la musique n'est pas traversé par les expressions musicales les plus diverses et hétérogènes. De fait, le langage musical arabe affilié à la tradition ne se présente plus comme une nature absolue, quelque chose de transcendant, mais il est potentiel, si ce n'est réellement confronté à l'autre et au divers. Il me semble alors que la réflexion sur la modernité musicale arabe ne peut se passer de penser l'espace musical comme un monde en dynamique perpétuelle, celui qui correspondrait à ce que Édouard Glissant désignait par tout monde. Face à une telle condition du divers et de l'hétérogène, un certain nombre de postures se sont affirmées dans la composition musicale arabe tout au long de l'époque moderne qu'on peut situer à peu près à partir
des années 30 du XXe siècle. La majorité d'entre elles se sont tenues dans une position prédéterminée. Ainsi, pour citer, une première posture, que l'on peut qualifier d'authenticiste, défend l'idée qu'une véritable modernité musicale arabe devrait nécessairement revenir aux sources purement locales de la musique. Cette posture conçoit le renouveau comme un processus historique graduel et homogène. On parle d'évolution endogène qui doit rejeter tout emprunt soi-disant exogène, notamment toute forme polyphonique qui serait empruntée à la musique occidentale. Le programme de cette posture préconise alors un retour rigoureux à la tradition modale arabe tout en envisageant une ouverture à d'autres langages musicaux comme le langage modal du raga indien par exemple. Une deuxième posture admet quant à elle toute forme d'hybridation musicale à condition qu'un supposé esprit arabe y soit prépondérant. On vise par là une musique ouverte aux diverses influences étrangères mais dont l'identité demeurait arabe. Cette identité qui doit être préservée prend la forme d'un impératif selon lequel la mélodie modale, souvent gardée intacte dans son allure, doit présider à l'invention musicale. Ce n'est qu'ainsi, suppose-t-on, que l'on peut immédiatement identifier une telle musique comme étant arabe, quand bien même des procédés d'hybridation y seront à l'œuvre. Cela concerne la grande majorité des musiques modernes non écrites, comme ce qu'on appelle le jazz arabe ou les musiques de variété. Et pour ce qui concerne les œuvres écrites ou savantes, cette tendance remonte à tout un courant de compositeurs arabes qui se donnaient comme tâche d'instituer un langage normatif qui serait parallèle de la musique polyphonique tonale occidentale. Contrairement à ces deux postures, la démarche de la nouvelle génération des compositeurs arabes que j'étudie assume une ouverture aux matériaux sans préalable d'un langage ou affiliation identitaire fixée. C'est pourquoi elle me semble représenter une troisième voie. Le rapport de cette posture vis-à-vis du matériau traditionnel arabe musical est alors affranchi de tout impératif prédéterminé. Il peut être employé comme il peut être complètement absent. Et s'il est employé, c'est au même titre d'une large palette de matériaux et de procédés hétérogènes. Toutefois, l'hétérogène dans leur écriture n'est pas réduit à une surface apaisée, mais il est déployé dans la relation sans aucune visée pressentie de conciliation. Chez de tels compositeurs, les éléments issus de la tradition musicale arabe sont à tout moment confrontés aux procédés critiques et transgressifs de la modernité musicale occidentale. Cela engendre une tension entre le potentiel expressif que recèlent les fragments de la tradition et la force qui les projette au-delà de leur identité. Il s'ensuit un nombre de processus formels que l'analyse musicale est à même d'élucider et que j'essaie de faire dans mon travail de thèse. Ainsi, pour donner un exemple, chez le compositeur jordanien Saïd Haddad, partant d'une figure mélodique traditionnelle, c'est tout un travail de transfiguration que le compositeur lui applique, de telle manière que cette figure première s'ouvre parallèlement à des forces qui se déploient, à d'autres objets sonores imprévisibles préalablement. Et pour donner un autre exemple, chez le compositeur libanais Zed Moultaqa, celui-ci explore une nouvelle conception de la texture musicale par la superposition simultanée de couches mélodiques autonomes, tout à fait hétérogènes, donnant par là à concevoir d'autres types de temporalité et d'espace musical. Il me semble par ailleurs que ce qui se joue à partir de ces deux exemples choisis, c'est la quête d'une transposition au sein de l'expression musicale, de la complexité, de la pluralité et des tensions du monde moderne. Grâce à l'action croisée de l'analyse musicale, de l'étude des contextes et de la rencontre avec les artistes et les autres protagonistes, d'ailleurs que la bourse me permettra encore plus facilement, j'espère montrer que la question de l'universel chez de tels compositeurs n'est pas assujettie à un horizon prédéterminé, à un cadre identique a priori, mais elle est librement sondée au sein de leur écriture et au fil des œuvres. C'est ici une quête que je dirais immanente de l'universel qui serait à l'œuvre, quête mue par une exigence d'assimiler les procédés techniques de la modernité musicale occidentale, tout en évitant de se résoudre à l'illusion d'un déterminisme historique ou culturel à sens unique. Le recours ardent à la tradition modale arabe s'avère justement un rempart contre une pression d'un progrès musical univoque, de même d'ailleurs que le recours aux procédés langagiers de la musique contemporaine occidentale peuvent devenir des outils critiques vis-à-vis de la tradition quand celle-ci se présente comme une identité immuable. C'est là exactement où réside l'apport important de la pensée du devenir
imperceptible telle que l'a conçue Édouard Glissant. C'est une pensée qui s'avère féconde pour mettre en lumière le fait que l'identité qui se dégage dans la musique de cette nouvelle génération de compositeurs arabes serait une identité rhizomatique pouvant être assimilée à une sorte d'individuation en mouvement, un processus ouvert autant sur le passé que sur le nouveau et sur l'autre, et qui se refuse de se résoudre au territoire identitaire préalablement fixé. Je vous remercie pour votre attention. La parole est à Tiffany Saboulio. Merci beaucoup. Donc je suis un peu malade, mais surtout particulièrement heureuse que la recherche de Gonzalo Yáñez Quiroga ait reçu les honneurs de la bourse Édouard Glissant, à la fois pour lui, bien sûr, mais aussi pour Édouard Glissant. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il me semble que Gonzalo reprend cette œuvre dans le sens d'une reprise, hein, c'est-à-dire la porte en avant de la manière la plus juste qui soit. Il l'ouvre dans les langues et dans les espaces. Je dirais qu'il ouvre sa marge à d'autres marges. Et il est sensible en particulier à ce que Glissant, dans Une nouvelle région du monde, appelle la force des différences qui, dans le même temps, s'accomplissent et déjà prédisent leur relation à d'autres différences. Alors, par exemple, il traduit Glissant en espagnol. Il prépare actuellement une traduction du discours antillais. Et ainsi, il entreprend de favoriser le dialogue interlinguistique des Caraïbes, tout en donnant à Glissant, qui n'est pas facile à traduire, sa vraie place dans de nouvelles régions du monde. Alors oui, Glissant n'est pas facile à traduire, hein, c'est d'ailleurs un gros problème parfois, et en même temps c'est sa force. Il n'est pas facile à traduire parce que sa pensée n'est pas figée dans des concepts, dans des propositions qui pourraient communicatives, qui pourraient passer simplement d'une langue dans une autre. Mais c'est une pensée qui se joue dans la langue, dans la différence de la langue. C'est une pensée qui est toujours déjà en relation avec d'autres langues et déjà en traduction. Et on sait que la chose la plus difficile à traduire, c'est la traduction, c'est le mouvement même de la traduction. Et voilà, c'est, je pense, un effort tout à fait formidable hein, d'entreprendre de traduire Glissant dans d'autres langues. Et voilà. Et d'ailleurs, tout le travail de Gonzalo s'inscrit dans un mouvement de recherche assez important aujourd'hui, avec beaucoup de thèses remarquables qui sont faites sur la traduction comme paradigme, sur la traduction comme écriture, sur la traduction comme principe politique, et dont la littérature offre le terrain d'expérience sans doute le plus favorable. Alors Gonzalo est aussi poète, traducteur de poésie. Il a par exemple eu la charge d'un numéro que nous avons fait à la revue Poésie sur la jeune poésie chilienne, la poésie d'auteurs qui écrivent après la dictature. Et dans la lignée d'Édouard Glissant encore, hein, il entreprend de réconcilier ou de faire se croiser les voies de la critique et de la création, toutes deux porteuses de pensée. Dans sa thèse, que je vais présenter rapidement avant de lui donner la parole, il propose une analyse comparative de 3 écrivains qui sont placés dans des situations postcoloniales distinctes, dans des espaces-temps différents et dans des rapports à la langue différents. Joyce et l'Irlande, Glissant et les Antilles, et peut-être un que vous connaissez moins bien, qui est Elikura Chiloailaf, qui est chilien, mais mapuche du Chili. Et en suivant les suggestions des théoriciens des études postcoloniales qui prennent pour point de départ la littérature comparée, comme Spivak, Baba, Neil Lazarus ou Suzanne Basnet, il considère qu'il est nécessaire que cette discipline que nous représentons tous les deux ici, la littérature comparée, commence à appliquer la comparaison à l'examen de littératures éloignées entre elles, en avançant vers l'exploration d'un comparatisme privé de la vision eurocentrique. Cette vision eurocentrique fondée sur la croyance à la prépondérance de l'influence comme critère unique de comparaison.
Et à ce concept, Gonzalo en oppose deux autres, et dont il construit la portée heuristique. Celui de relation, qui a été précisément formalisé par Glissant, qui est fortement marqué aussi par la déconstruction, relation qui est à la fois le lien, mais aussi le rapport et le relaté, ce que l'on rapporte, le voyage aussi, et celui de rencontre, qui met davantage en jeu une dynamique de la parole, à la double signification de la relation, à la fois lien et récit. Il oppose le triple lieu de la rencontre, parole vive, croisement interpersonnel et interculturel, et politique de la littérature. C'est un projet passionnant qui offre de vrais défis aussi à la discipline, comparer des situations politiques, linguistiques et culturelles très distinctes, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, penser l'interlangue et la traduction. Alors ce travail, je veux le préciser aussi, nécessite un vrai engagement personnel dans les langues et parmi les voix. L'apprentissage que Gonzalo a entrepris de la langue des Mapuche, le Mapudungun, la langue de la terre, l'écoute et la collecte de la poésie orale nécessitent des immersions régulières sur place, au Chili, d'où il vient d'ailleurs, il est né à Santiago. Et la bourse Édouard Glissant va favoriser ce travail de terrain, et j'en suis très heureuse pour lui. Merci Paris, avec des remerciements pour votre travail. Merci à vous. Merci. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Merci Tiffaine, merci infiniment. Merci au jury, merci aux amis, à la famille. Parce que sans eux, il serait très compliqué d'être là. Édouard Glissant et Nelson Mandela in memoriam. À celles et ceux qui luttent, à celles et ceux qui créent, à celles et ceux qui recherchent. À mes amis et camarades du collectif Abdia Yala, à ma famille, à Camilo mon fils, à Julia ma fille. J'aurais préféré lire un poème en fait, mais bon. Colonialisme postcolonial, néocolonialisme. En ce moment où l'intervention française en Centrafrique est un fait, affirmer que le processus de décolonisation n'est pas achevé et qu'il est loin de l'être ne relève pas du simple pessimisme, mais s'avère être une constatation historique très basique. Le colonialisme a en fait muté, ayant au moins deux facettes dans notre ère de la mondialisation. Le néocolonialisme et l'autocolonisation. En Afrique, nous dit Henri Brunswick, l'expression néocolonialisme semble avoir été largement divulguée par l'ouvrage de Nkrumah, Le néocolonialisme, stade suprême du capitalisme, en 1965. Titre vraiment évocateur, car la récurrence du suffixe isme n'est surtout pas gratuite. Il s'agit, plus que d'un rapprochement phonétique, d'un rapport idéologique. Le néocolonialisme est le moyen le plus productif et le moins encombrant des transnationales capitalistes au service de l'oligarchie pour approfondir le processus d'extraction de ressources naturelles et pécuniaires des peuples soumis à cette réalité. Nous le voyons très clairement dans les pays de l'Afrique et de l'Amérique latine, où même les droits fondamentaux, tels que l'éducation, l'eau, l'électricité ou la santé, sont en main des privés nationaux et transnationaux. Et malgré le fait qu'il s'agisse des lieux historiques du capitalisme néocolonial et néolibéral, les autres continents, l'Europe y comprise, sont aussi touchés aujourd'hui par ce fléau. Mais je reviendrai sur cela. Le processus de privatisation des droits fondamentaux est toujours le même sous la logique néolibérale. Limiter les services publics aux seuls biens communs, réduire le domaine des biens communs, privatiser les services, les commercialiser, privatiser et commercialiser leur financement, limiter le contrôle et la régulation et, si possible, les faire disparaître. Convaincre du bien fondé de cette politique. Il va de soi donc, pour citer Brunswick encore,
qu'un partage s'est opéré entre les termes. Décolonisation tend à se référer essentiellement à l'indépendance politique. Néocolonialisme à la dépendance économique. Mais ce n'est évidemment pas là une distinction rigoureuse, les deux aspects restent intimement liés. Les groupes coloniaux apprécient les relations néocoloniales, car elles leur assurent, je cite, « les avantages économiques de la colonisation sans leur en imposer les charges administratives ». Allant au-delà de ces constatations, il faut dire que la colonisation contemporaine ne fonctionne plus que dans le seul sens du nord vers le sud. Pour survivre, elle a dû s'occuper d'autres lieux, y compris ses propres lieux d'accumulation. Oui, le néocolonialisme est le stade suprême du capitalisme, mais l'histoire n'est pas finie. Autocolonisation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité encore plus complexe, car le capitalisme s'est aussi adapté, assumant sa facette néolibérale, reléguant l'État-nation, à travers le processus d'autocolonisation, à la tâche d'administrateur local de l'empire économique, étant l'individuation exacerbée et la désolidarisation extrême du peuple se reflètent au niveau du tissu social, car tel que l'affirme Bourdieu, l'ère de l'autocolonisation fonctionne à coup de coercition invisible qui s'exerce avec la complicité de ceux et celles qui les subissent. Ce contexte d'autocolonisation peut se refléter en France, par exemple, dans l'état d'avancement des politiques néolibérales appliquées au système éducatif, à partir du processus de Bologne, initié en 1999, curieusement homologue à celui entamé à partir des années 70 au Chili. La lutte pour la non-privatisation de l'éducation, qui est par ailleurs un peu endormie en France, peut largement s'inspirer des luttes données dans les pays d'Amérique latine. Il est important de sortir de l'isolation imposée par ce système et travailler pour réarticuler une lutte multisectorielle, telle que souhaitée aujourd'hui par la nouvelle présidente libertaire de la Fédération des étudiants de l'Université du Chili. La marche est longue et difficile. Travaillons pour la rendre fructifère. Oralité, écriture et décolonisation poétique. Il est évident que le colonialisme capitaliste n'affecte pas les sociétés seulement au niveau économique ou institutionnel, il le fait aussi au niveau de l'imaginaire. L'une des principales interventions coloniales à ce niveau est celle de l'écriture phonétique et graphique, étant imposée comme une vérité unique face au caractère pluriel et non figé de l'oralité. L'écriture graphique était au temps des colonies, et pendant longtemps après les indépendances en ce qui concerne l'Amérique du Sud, comme le souligne Kasereka Kabaireri en parlant de la situation de l'Afrique, le moyen pour s'approprier et standardiser, ainsi que pour abolir le mouvement vivant de l'oralité. Je cite Kabaireri. Les innombrables écrits des administrateurs coloniaux, des missionnaires et des ethnologues qui dénombrent et démembrent, classent et synthétisent, transcrivent et traduisent les dits de la nuit pour en faire des dits du jour, rédigent des dictionnaires et des grammaires des langues locales qu'ils s'approprient en les politisant et en les introduisant dans une échelle de valeur à la tête de laquelle se trouve la langue de la métropole, accomplissent les victoires des guerres de l'occupation spatiale. À la conquête du territoire succède la conquête des lieux de l'imaginaire et de ressourcement de l'identité propre. Rien ne doit rester en dehors de la mainmise du pouvoir colonial qui produit et écrit l'histoire. L'histoire de l'expansion et de la domination européenne. L'histoire, en somme, de la domination de l'écriture sur l'oralité, de la civilisation sur la barbarie, de l'ordre sur le désordre. Écrire graphiquement, c'est prendre possession, maîtriser l'ambivalent, homogénéiser, pour introduire dans un ordre historique déterminé. Ce mouvement d'amener l'autre vers le même, caractéristique des impulsions totalitaires, s'est présenté comme une menace latente pour les cultures orales, qui allaient finir, dans leur majorité, par disparaître. Mais à cet élan de négation de l'hétérogénéité et du divers s'opposent des travaux comme ceux de James Joyce, Édouard Glissant et Likula Chiwailaf, et tant d'autres, qui, en déconstruisant le sens monolithique de l'écriture comme représentante de la parole divine ou des colonisateurs, les uns se servent de l'autre comme excuse, qui aurait un véritable et unique sens, travaillent pour insérer la multiplicité des voix dans le texte. Aujourd'hui, c'est justement parce que, je cite Glissant, la traditionnelle et tranquille croyance en la supériorité des langues écrites sur les langues orales depuis longtemps a commencé d'être contestée
et que l'écriture phonétique n'est plus ni n'apparaît garante de la transcendance, que nous pouvons affirmer qu'il est nécessaire de continuer à revendiquer le caractère créatif des littératures orales et de l'oraliture, qui n'ont pas attendu l'arrivée de l'écriture phonétique pour être création, et allant au-delà, se sont plutôt proposés comme création continue, l'écriture phonétique encourageant davantage la répétition du même par le même. L'écriture commence avant la lettre et se poursuit après elle. L'exercice de la parole, à travers la discussion et le débat d'idées, est donc la première action politique par essence. Il s'agit de continuer à massifier cette pratique pour contribuer à la régénération de l'organicité sociale. Sortant de la médiatisation forcenée de la communication et occupant les espaces publics pour articuler la décolonisation poétique, tout en l'alliant à l'autosuffisance pour se résolidariser et articuler une société du partage et du bien-vivre telle que la conçoivent, par exemple, les peuples quechua à travers le concept de Sumac Kasai ou le peuple mapuche à travers celui de Kume Mogen. Il est très important que les peuples continuent à dire leur refus d'être représentés pour ceux coupables de complicité dans le bradage de la souveraineté et d'opposer, face à l'échec de toute la classe politique, une exigence d'autodécolonisation. Et maintenant, c'est ça qui est important, le dé devant colonisation et l'auto devant le dé. Des esprits et des imaginaires. Chacun, dit Édouard Glissant, a ses raisons d'aller à l'écoute du bruit de la misère. Et ces manières différentes servent à changer ce bruit du monde que tous, en même temps, nous entendons ici-là. Et ces raisons, continue-t-il, que nous avons arrachées en une difficile passion d'écrire et de créer, de vivre et de lutter, deviennent aujourd'hui pour nous des lieux communs, que nous apprenons à partager, mais des lieux communs précieux, contre les dérèglements des machines identitaires dont nous sommes si souvent la proie, comme par exemple du droit du sang, de la pureté de la race, de l'intégralité, sinon de l'intégrité, du dogme. Nos lieux communs, fini, Glissant, s'ils ne sont aujourd'hui d'aucune efficacité, absolument d'aucune efficacité contre les oppressions concrètes qui stupéfient le monde, se tiennent pourtant capables de changer l'imaginaire des humanités. C'est par l'imaginaire que nous gagnerons à fond sur ces dérélictions qui nous frappent, tout autant qu'ils nous aident déjà, dérivant de nos sensibilités, à les combattre. Merci. Avant de passer la parole à François Noudelman, je voulais me féliciter que les choix du jury aient permis à cette tribune d'être, et notamment à ses lauréats, d'être une belle image de l'Université Monde. François Noudelman. Le prix Glissant, cette année, est attribué à un dramaturge. C'est la première fois. Jusqu'à présent, nous l'avons décerné à des cinéastes, des poètes, des romanciers, des photographes. Et nous avons fait honneur à quelqu'un qui écrit du théâtre. Ce n'est pas si fréquent dans le monde de l'édition, dans le monde des prix. C'est une production qui, me semble-t-il, est assez invisible, qui est récompensée par le monde du théâtre, bien sûr. Et évidemment, on pourrait se dire que le théâtre, c'est le théâtre, ce n'est pas de la littérature. Mais malgré tout, le théâtre, ce sont aussi des textes. Et avec Kofi Kwaule, particulièrement, nous avons affaire à une œuvre qui est écrite, qui n'est pas simplement orale, qui est orale, mais qui est aussi écrite. Et je ne suis pas sûr forcément qu'on doive toujours distinguer et opposer l'écrit et l'oral, mais c'est un autre débat. Peut-être une précision sur la situation justement de l'écriture théâtrale et qui nous fera voir aussi, entendre l'originalité de Kofi Kwaule. En effet, on peut dire que depuis la fin des années 70, on a assisté à une sorte de fin du théâtre. Cette fin du théâtre, elle a été annoncée depuis le début du XXe siècle.
Fin du théâtre, je veux dire fin du théâtre de la représentation. Ce théâtre qui fait partie de notre patrimoine, ce théâtre qui en fait a à peu près 4 siècles d'existence, ce théâtre qui commence sans doute au XVIe et au XVIIe siècle et qu'on croit voir commencer à l'Antiquité grecque et latine, mais en fait il s'agit d'un tout autre théâtre. Ce théâtre, eh bien, nombre d'auteurs en ont annoncé et performé la fin, que ce soit avec Artaud, que ce soit les surréalistes, que ce soit les futuristes. Bon. Et particulièrement après-guerre, cette fin du théâtre a été mise en œuvre par d'ailleurs même ce qu'on a appelé l'antithéâtre, par des auteurs tels que Ionesco, tels que Beckett. Et justement, la situation de l'écriture théâtrale, elle s'est exercée longtemps après les années 70, justement à partir des années 80, dans ce qu'on a pu appeler un après-Beckett. Qu'est-ce que ça veut dire que écrire du théâtre après Beckett? Beckett, en effet, incarne dans ses textes une sorte de fin, même s'il s'agit toujours d'en finir encore, c'est jamais complètement fini avec Beckett, mais en quelque sorte, voilà, certains ont même parlé de dernier écrivain ou de dernier dramaturge. Comment écrire du théâtre, comment croire encore à la langue théâtrale après Beckett? Eh bien, malgré tout, certaines personnalités ont continué à écrire. Je précise évidemment, vous pourriez dire, après tout, il y a toujours du théâtre, on peut toujours aller au théâtre, comme il y a toujours des films, il y a toujours des pièces, il y a toujours des tableaux, il y a même toujours des tableaux impressionnistes, mais ça ne veut pas dire que le cinéma ou que le théâtre existe. Donc, l'après-Beckett a pu en effet imprimer une sorte de culpabilité d'écrire encore du théâtre. Et je disais, il y a quelques personnalités qui ont réamorcé une écriture justement de théâtre comme langue, je voudrais bien préciser, et comme langue à la fois orale et écrite. Je pense particulièrement à la grande figure de Bernard-Marie Coltès, mais aussi plus récemment à quelqu'un comme Valère Novarina qui réenchante la langue. Eh bien, je crois que Kofi Koiélé fait partie de ces dramaturges qui redonnent un sens, non pas à la représentation théâtrale, mais à l'écriture théâtrale, à ce que c'est que, effectivement, travailler la langue dans son oralité, mais une oralité particulière, je viendrai dans un instant, qui est bien celle faite pour la scène. Kofi Koiélé, d'ailleurs, n'est pas, il me semble, toujours si loin de Coltès par la violence tragique qu'il met en scène, par ses personnages, ses personnalités très fortes, qui sont proches de certaines de Coltès. Ses commentateurs, parce qu'il a déjà des commentateurs, évoquent aussi la référence à Shakespeare, à des situations de violence, à des personnages lyriques aussi, tels qu'on les trouve chez Shakespeare. Alors, tout le monde ne connaît sans doute pas forcément les œuvres de Kofi Koiélé, mais je voudrais rappeler que nous pouvons les entendre, les voir sur des scènes françaises, mais des scènes aussi internationales. Je voudrais rappeler aussi que Kofi Koiélé est particulièrement lié au théâtre parce que nous en aurons le dramaturge, mais nous en aurons aussi un comédien, un metteur en scène, un essayiste aussi. Il a écrit sur le théâtre. Il est l'auteur d'une vingtaine de pièces. Je me garderai de faire une synthèse parce que je ne les ai pas toutes vues ni toutes lues. Je parlerai simplement de mes impressions à partir de plusieurs qui m'ont beaucoup impressionné. Il est l'auteur, donc je disais, d'une vingtaine de pièces, parmi les plus connues, Big Shoot, Blue Scat, Mysterioso, presque toutes publiées aux éditions théâtrales. Et je disais, il est joué à Paris, par exemple, au Lavoir moderne parisien qui lui a consacré une rétrospective. De très nombreuses pièces de lui ont été jouées sur cette scène, mais aussi dans le cadre de la Comédie Française, mais aussi au Festival d'Avignon. Je pense que nous verrons d'ailleurs quelques extraits dans un instant, parce que voilà, le théâtre, ça s'entend, ça se voit, plus que ça se commente, donc je vais être bref. Mais je voudrais signaler aussi qu'il est joué sur des scènes new-yorkaises, à NYU par exemple, traduit. Je me souviens aussi de ceux qui, comme Judith Miller, qui travaillent sur son œuvre, qui font étudier son œuvre aux États-Unis. Il faut aussi signaler que, même si nous récompensons le dramaturge, Kofi Koiélé est aussi romancier, qu'il a été récompensé par le prix Kourma pour Babyface, paru chez Gallimard, comme Monsieur Qui. Je crois que pour être très bref et juste esquisser comme ça quelques lignes sur l'œuvre de Kofi Koiélé, je dirais qu'elle se caractérise par un langage lié à la musique,
des situations tragiques et, je dirais, je ne sais pas s'il sera d'accord, mais une approche non morale de la violence. Une oralité, je disais, qui travaille le parler contemporain. Mais quand on dit oralité, ça peut sembler une sorte de pléonasme, parce qu'effectivement, le théâtre, c'est de l'oralité. Mais cette oralité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en écoutant un langage parfois très cru de ces textes, cette oralité, elle n'est pas le décalque de cette parole qu'on peut entendre dans la rue. C'est une parole qui est travaillée comme un matériau poétique, un matériau musical. Ce sont des voix, beaucoup de travail sur des rythmes. D'ailleurs, on pourrait dire quelquefois qu'il y a une dimension presque de poème théâtral sur certains de ces textes. Il faut dire aussi que la référence à la musique est très très présente. On évoque régulièrement le jazz comme modèle, qui est d'ailleurs, je crois, revendiqué aussi par les goûts de Kofi Kwaule pour Thelonious Monk, pour John Coltrane, l'allusion aussi à Armstrong. Bon, donc je dirais que c'est une oralité poétique et musicale. D'ailleurs, dans son théâtre, il y a très peu de didascalie. Vous savez, ces petites notations qui indiquent comment les acteurs doivent jouer sur une scène. Et précisément parce qu'il me semble que son matériau poétique, son matériau oral, fait espace. Il n'a pas besoin d'indiquer comment jouer dans l'espace. C'est le matériau oral qui construit cet espace, avec des onomatopées, des répétitions, des variations sur un mode musical. Alors, le deuxième point sur lequel je voulais insister un peu, ce sont les situations. Des situations tragiques. Ce sont d'ailleurs souvent des lieux très curieux, ces lieux, parce qu'ils sont à la fois contemporains, ce sont des lieux qu'on peut identifier très concrètement, et ce sont aussi des hors-lieux. Quelquefois, ça pourrait être nulle part. Ce sont d'ailleurs souvent des huis clos, que ce soit un huis clos fermé, il y a aussi des huis clos ouverts, des huis clos où, en quelque sorte, tout d'un coup, tout va se tendre vers une espèce de centre de violence, un nœud tragique. Mais ces lieux sont traversés par des idéologies, par des religions, par des conflits sociaux, des conflits ethniques, des conflits sexuels. Blues Cat, par exemple, se déroule dans un ascenseur. C'est une situation où voilà, un ascenseur se bloque, il y a un homme, il y a une femme, et tout peut arriver. L'amour comme le meurtre, comme l'imaginaire, comme tout d'un coup cet espace qui peut s'évacuer et laisser place à une musique, à une danse, à une chorégraphie. Ça peut être aussi un plateau de télévision, ça peut être une cité dont on ne sait pas où elle est, si elle est en Afrique ou elle est en banlieue parisienne. Le troisième point, et je voudrais insister particulièrement là-dessus, c'est sur la présence de la violence. Parce qu'effectivement, les textes de Kofi Kwaule, d'ailleurs c'est toujours un peu étonnant parce que quand on connaît un petit peu Kofi Kwaule, il a l'air d'une douceur extrême. Et quand on voit ces textes, on se dit mais c'est terrible, vraiment, où est-ce qu'il va chercher ces horreurs? Et il y a effectivement de la violence, du chaos. Mais en même temps, il n'y a pas, je dirais, d'approche morale. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que nous ne sommes pas d'emblée dans le camp du bien pour évaluer ce qui se passe chez ces personnages. Chez ces personnages, il y a des personnages qui peuvent se révéler sympathiques alors qu'ils n'étaient pas au départ, au contraire se révéler des meurtriers alors qu'ils étaient très moraux au départ. Ils ne cherchent pas la victimisation, même s'il y a beaucoup de victimes dans ces pièces. Le mal, je disais qu'on n'est pas du côté du bien, mais le mal peut surgir de n'importe quel lieu, de n'importe quel personnage, et arriver comme ça à travers, ne serait-ce aussi à travers que le désir. Le désir aussi, le désir sexuel peut faire surgir aussi bien l'harmonie, la beauté que la terreur, que l'humiliation, que le viol. Donc tout cela est présent dans les œuvres de Kofi Kwaule avec une sorte de crescendo tragique qui arrive souvent à un paroxysme de violence. Alors, prix glissant. Le prix glissant, il s'exerce souvent en sympathie avec des auteurs, mais la sympathie, elle se soit chez des auteurs qui font référence à l'œuvre de Glissant ou qui sont en affinité avec Glissant,
je ne suis pas sûr que l'œuvre de Kofi Koiwe soit dans une certaine ressemblance ou ni en familiarité avec l'œuvre de Glissant, mais nous avons vu dans la remise des bourses qu'après tout, quelqu'un pouvait être en affinité sans forcément faire référence expressément à Glissant pour la musique, ou quelqu'un qui travaille sur l'œuvre de Glissant. Mais en tout cas, ce qui me semble dans l'esprit de Glissant, c'est précisément l'approche du monde tel qu'il est, tel qu'il va, sans morale, sans moraline, sans nous dire c'est bien, sans nous dire oui, il faut se mélanger, la créolisation c'est bien. Je crois que le Glissant n'a jamais été sur ce registre-là. Il a affronté ce qui est, c'est-à-dire aussi bien le meilleur de la créolisation que le pire de la créolisation. Donc, dans cette approche très brute du monde tel qu'il va, eh bien, je crois que Kofi Koiwe, avec la musique qu'il introduit sur la scène, nous fait entendre, comme le dit un très beau titre d'un de ses derniers livres, la mélancolie des barbares. La mélancolie des barbares, aussi bien les barbares, les étrangers, que aussi ceux qui sont dans la violence. Il y a, à travers cette présentation très brutale, la douceur aussi d'un chant, un mode mineur qui va donner une certaine harmonie à la violence tragique. Et pour terminer, je dirais que justement, dans l'esprit de Glissant, c'est sa manière, avec le blues ou avec le scat, de donner ce que Glissant appelle une mesure à la démesure. Et pour cette raison, Kofi Koiwe, je crois que nous sommes tous très heureux, au nom de Paris 8 et de l'Institut du Monde, de vous remettre, à travers sans doute les mains de Daniel Tartakovsky, ce prix Édouard Glissant 2013. Non, juste parce que François a tout dit, donc je ne sais pas ce que je peux rajouter, mais juste pour vraiment du fond du cœur remercier toutes les personnes qui ont pensé que j'étais digne du prix Édouard Glissant. Je ne dirais pas que je ne le mérite pas, ce serait leur faire injure. Sauf que quand j'ai reçu l'email du prix, je me suis dit, j'ai pensé d'abord à un truc bizarre parce que une semaine auparavant, j'avais reçu un email de Greg Germain. Greg Germain, c'est celui qui dirige actuellement le festival Off à Avignon. Et dans cet email, il me disait oui, je suis en très mauvaise position, j'ai des difficultés, grosso modo, peux-tu m'envoyer de l'argent? Alors, je dis quand même, ah bon? Je me suis dit, quelque chose ne va pas, c'est forcément une arnaque parce que Greg, il peut tout me demander sauf de l'argent. Voilà, il le sait. Donc forcément, la personne qui a envoyé l'email, il ne connaît ni Greg ni moi. Voilà. Et, évidemment, je me suis dit, enfin, c'est avéré que c'était effectivement une arnaque. Et du coup, lorsque j'ai reçu, pratiquement dans la même semaine, le email, je me dis, ah, c'est décidément ma semaine, quoi. Ils se sont tous donné le mot avant le plumer. Donc j'ai vraiment bien lu, en long et en large. Et apparemment, c'était pas un faux. Voilà. Mais voilà, donc je me retrouve parmi vous et en tout cas, c'est un prix dont je suis vraiment très, très fier. Simplement d'abord parce que ça porte le nom d'Édouard Glissant. Je ne dis pas que je connais son œuvre, mais il se trouve que les personnes qui me font l'honneur de travailler sur mes textes, souvent dans la discussion que j'ai avec ces personnes-là, revient l'affinité qu'il y aurait entre Glissant et... enfin, la pensée de Glissant et certaines de mes préoccupations. Chaque fois, j'essayais de calmer leurs ardeurs, parce que, bon, si on me pose à cause des Glissants, je parais né. Donc, je fais tout pour que ces personnes n'insistent pas trop sur cet aspect. Oui, parce que... Mais maintenant que j'ai le prix Glissant...
je pourrais leur dire, vous voyez, en fait, vous avez raison, puisque j'ai effectivement reçu des prix glissants et je suis aussi très fier, très honoré parce que j'ai essayé de lire glissant à un moment donné parce que, comme on m'en parlait, je me suis dit, bon, il faut quand même découvrir quelle est la pensée, et je vous avoue que je n'ai rien compris. J'ai été à la rue tout de suite, mais même à travers ce que je ne comprenais pas, j'avais une espèce de compréhension intuitive que la pensée de Glissant, je la comprenais. J'appartenais à cette pensée-là, de manière intuitive, la même intuition que j'ai eue lorsque j'ai écouté pour la première fois John Coltrane. C'est une musique exigeante, comme l'écriture de Glissant, mais alors que je ne connaissais rien au jazz, tout de suite j'ai compris que cette musique-là, j'avais quelque chose à voir avec. Je la comprenais, pour moi c'était évident, alors même que c'est une musique extrêmement difficile. Et ce que j'ai compris chez Glissant, et ce qui m'a plu et qui m'a interpellé, c'est qu'il est ce que j'appellerais un créateur de marge. Quand quelqu'un a parlé de marge, je crois que c'est ce qui m'a frappé, et je pense que les vrais penseurs sont des créateurs de marge. C'est-à-dire au moment où la pensée devient une trouée dans la totalité, dans notre totalité fermée, et que cette pensée crée soudain un espace dans lequel on peut à nouveau tenter l'inédit. C'est-à-dire où on peut tous se rejoindre, quelles que soient nos différences, en confiance, pour essayer à nouveau, je dis à nouveau parce que notre vie est une succession de tentatives comme ça pour donner une place à l'inédit. Et je pense que la pensée de Glissant, comme la musique de Coltrane, est cette marge-là, c'est-à-dire cet espace où on peut à nouveau essayer l'inédit. Voilà, pour ces raisons, je suis vraiment, vraiment très, très fier aujourd'hui d'avoir un toit, parce que lorsqu'on écrit ou on crée, on essaie d'être dans sa tour d'ivoire, de penser que le monde n'existe pas en dehors de notre monde à nous, et on se défend de toute tutelle. Et je peux dire que c'est pour la première fois que je suis heureux d'avoir un toit, que ce toit s'appelle Glissant. Pour moi, c'est mon toit, c'est un peu comme si on me cherche, qu'on ne me trouve pas. Si on va sous ce toit, c'est sûr qu'on me trouvera. Et j'en suis très fier. Pour toutes ces raisons, je vous remercie profondément.